Le Rambam. C'est faire à Mizwot. Alors, Sissiyar, 5785. Commandement positif numéro 153. Donc, c'est encore une répétition. Il s'agit du commandement que le Saint béni soit-il nous a ordonné à propos du compte des mois et des années. C'est le commandement de la sanctification du mois tiré du verset suivant. Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois. Nos maîtres expliquent ainsi ce verset. La monnaie sera votre apanage. Cela signifie que ce commandement n'est pas confié à tout à chacun, comme c'est en revanche le cas du Shabbat qui commémore la création et pour l'accomplissement duquel chacun est tenu de compter 6 jours et de cesser tout travail le 7e jour. Il n'est pas du ressort de chacun percevant la nouvelle lune de décider que ce jour est le premier du mois ou de fixer le début du mois sur la base des calculs qu'on lui a enseignés, ou en voyant que le printemps sera tardif, ou sur la base d'autres considérations d'ajouter un 13e mois intercalaire. Ce commandement ne peut jamais être exécuté par quiconque, sauf par le grand Sanhédrin exclusivement et seulement en Israël. C'est pourquoi, en raison de l'absence d'un grand Sanhédrin, à l'heure actuelle, l'observation de la nouvelle lune n'est plus pratiquée dans nos jours, de même que les sacrifices sont supprimés du fait que nous n'avons pas le temps. À ce sujet, précisément, les sectes hérétiques, nommées ici en Orient Karaïtes, se fourvoient. Même quelques rabbins n'ont pas réussi à saisir ce point fondamental et ont commencé à s'égarer dans l'obscurité la plus épaisse. Sache que ces calculs auxquels nous nous livrons de nos jours et grâce auxquels nous connaissons les dates des néoménies et des fêtes ne peuvent être effectués valablement qu'en Israël. Cependant, lors de périodes critiques et en l'absence des maîtres d'Israël, il est permis à un tribunal rabbinique ayant reçu l'ordination en Israël d'intercaler des mois et de déterminer les néoménies en dehors du pays d'Israël, ainsi que l'a fait Rabbi Akiba de Meorbini d'après ce que nous rapporte le Talmud. Cette procédure, toutefois, pose de grands problèmes et l'on sait qu'il y eut presque toujours des maîtres en Israël et que ce furent eux qui déterminèrent les néoménies et les années intercalaires selon les méthodes adoptées par la tradition lorsqu'ils étaient rassemblés. Nous sommes ici en présence d'un des plus grands fondements de notre foi, qui ne peut être connu et compris sans une profonde réflexion. Quant à l'heure actuelle, nous raisonnons au moyen de la table des années intercalaires qui se trouve en nos mains, en dehors d'Israël, et que nous déterminons que tel jour sera une néoménie et que tel autre une fête. Nous ne nous basons pas sur notre propre raisonnement ce faisant. Au contraire, c'est grâce au fait que le tribunal rabbinique en Israël a fixé en son temps que tel jour serait celui de la néoménie ou d'une fête, que ce jour devient le premier jour du mois ou un jour de fête, que leur décision à l'époque ait été basée sur des calculs ou sur l'observation de la nouvelle lune. C'est ainsi que l'a interprété notre tradition. Voici les sonalités de l'éternelle convocation sainte, que vous proclamerez vous-même en leur saison. Ce verset signifie que je n'agrée aucune autre fête que celle proclamée par vous-même. En d'autres termes, les fêtes seront fixées d'après ce que les sages auront proclamé, même dans la méprise, même avec préméditation, même induit en erreur, comme la tradition l'affirme. De nos jours, nous faisons des calculs que pour savoir quel jour a été fixé par les habitants d'Israël, puisque c'est de cette manière que l'on fixe et établit le calendrier à notre époque et non par l'observation de la nouvelle lune. Nous nous référons aux décisions de ces derniers et non à nos calculs qui ne sont que des confirmations de points déjà établis. Il faut bien se pénétrer de ce principe. J'ajouterai à cela encore une explication. Supposons par exemple que les habitants d'Israël aient disparu du pays, que Dieu nous en préserve d'une telle chose, puisqu'il nous a promis qu'il n'effacerait ni ne déracinerait pas totalement le reste du peuple, et qu'il n'y ait plus de tribunal rabbinique là-bas, et qu'en dehors d'Israël, il n'existe aucun tribunal rabbinique ayant reçu son ordination en Israël. Dans ce cas, nos calculs ne nous serait d'aucune utilité, car nous ne devons pas faire de calcul en dehors d'Israël pour déterminer les années intercalaires ou les néoménies, sauf dans les conditions précitées, comme nous l'avons expliqué. C'est de Sion que sort la doctrine et de Jérusalem la parole du Seigneur. C'est une personne avertie analyse ce que le Talmud dit à ce sujet, elle comprendra que tout ce que nous avons expliqué est correct et indubitable. On trouve dans la Torah des allusions démontrant la base des principes sur lesquels nous fondons notre connaissance des néoménies et des années intercalaires. Voici l'un de ces passages, et tu observeras cette institution en son temps à chaque anniversaire. À ce sujet, nos maîtres ont dit, cela nous enseigne que l'on ne doit grossir l'année d'un mois intercalaire qu'au moment de l'année le plus rapproché de la saison en question, c'est-à-dire au mois d'Adar précédant le mois de Nissan, mois de la fête de Pâques. Ils ont précisé en outre ce qui suit. D'où sait-on que la décision d'ajouter un mois supplémentaire ou de proclamer la néoménie n'est valable que si elle a été prise 2 jours.
du verset suivant de la Torah, littéralement, de jour en jour. Quant au passage, il sera pour vous le premier des mois de l'année, nos maîtres l'ont interprété ainsi. Ce sont les mois que tu comptes pour arriver au total d'une année, mais tu ne comptes pas les jours pour arriver au total d'une année. Ceci veut dire que l'intercalation doit être d'un mois entier. Il est également écrit un mois composé de jours. Nos maîtres commentent ces mots de la manière suivante. Ce sont les jours que tu comptes pour arriver au total d'un mois, mais tu ne comptes pas les heures pour arriver au total d'un mois. Ils ajoutent que le verset prend garde au mois de la germination est là pour nous enseigner que dans notre calendrier, nous devons prendre en considération les saisons de l'année, de manière à conserver des années solaires. Toutes les dispositions relatives à ce commandement sont entièrement expliquées dans le premier chapitre du traité Sanhédrin, dans le traité Rosh Hashanah et aussi dans le traité Berakot. Six iyar, donc 3 prakim, 6 iyar, 5785, Sefer Zemanim, loi relative à la sanctification du nouveau mois, chapitre 15. Si tu désires connaître la position exacte de la Lune, détermine en premier lieu la position moyenne de la Lune, à l'heure de l'apparition pour cette nuit donnée. Et de même, détermine la position moyenne de la Lune dans sa petite orbite et la position moyenne du Soleil à cet instant. Soustrait la position moyenne du Soleil de la position moyenne de la Lune et multiplie par 2 le reste. Ceci est appelé la double distance. 2. Nous avons déjà expliqué que tous les calculs que nous avons faits dans ces chapitres ont pour seul but de connaître l'apparition de la Lune. Et il est impossible que cette double distance le soir où apparaît la Lune ne soit pas comprise entre 5 et 62 degrés. Il n'est pas possible que cet angle excède ou soit inférieur à ces nombres. 3. Par conséquent, considère cette double distance. Si cette double distance est de 5 degrés ou à peu près 5 degrés, aucun ajout n'est nécessaire. Si cette double distance est comprise entre 6 et 11 degrés, ajoute 1 degré à la position moyenne de la Lune dans la petite orbite. Si cette double distance est comprise entre 12 et 18 degrés, ajoute 2 degrés à la position moyenne de la Lune dans la petite orbite. Si cette double distance est comprise entre 19 et 24 degrés, ajoute 3 degrés à la position moyenne de la Lune dans la petite orbite. Si cette double distance est comprise entre 25 et 31 degrés, ajoute 4 degrés à la position moyenne de la Lune dans la petite orbite. Si cette double distance est comprise entre 32 et 38 degrés, ajoute 5 degrés à la position moyenne de la Lune dans la petite orbite. Si cette double distance est comprise entre 39 et 45 degrés, ajoute 6 degrés à la position moyenne de la Lune dans la petite orbite. Si cette double distance est comprise entre 46 et 51 degrés, ajoute 7 degrés à la position moyenne de la Lune dans la petite orbite. Si cette double distance est comprise entre 52 et 59 degrés, ajoute 8 degrés à la position moyenne de la Lune dans la petite orbite. Et si cette double distance est comprise entre 60 et 63 degrés, ajoute 9 degrés à la position moyenne de la Lune dans la petite orbite. La position moyenne de la Lune dans la petite orbite que tu obtiens après avoir ajouté ces degrés est appelée la trajectoire exacte. 4. Puis, considère le nombre de degrés de la trajectoire exacte. Si elle est inférieure à 180 degrés, soustrait l'angle associé à cette trajectoire exacte de la position moyenne de la Lune à l'heure de l'apparition. Et si la trajectoire exacte est comprise entre 180 et 360 degrés, ajoute l'angle associé à la trajectoire exacte à la position moyenne de la Lune et à l'heure de l'apparition. La position moyenne de la Lune que tu obtiens après avoir effectué l'addition ou la soustraction est la position exacte de la Lune à l'heure de l'apparition. 5. Sache que si cette trajectoire exacte est de 180 ou 360 degrés, il n'y a pas d'angle qui lui est associé. Plutôt la position moyenne de la Lune à l'heure de l'apparition correspond à sa position exacte. 6. Quel est l'angle associé à la trajectoire? Si la trajectoire exacte est de 10 degrés, l'angle sera de 50 minutes. Si la trajectoire exacte est de 20 degrés, l'angle sera de 1 degré et 38 minutes. Si la trajectoire exacte est de 30 degrés, l'angle sera de 2 degrés et 24 minutes. Si la trajectoire exacte est de 40 degrés, l'angle sera de 3 degrés et 6 minutes. Si la trajectoire exacte est de 50 degrés, l'angle sera de 3 degrés et 44 minutes. Si la trajectoire exacte est de 60 degrés, l'angle sera de 4 degrés et de 16 minutes. Si la trajectoire exacte est de 70 degrés, l'angle sera de 4 degrés et 41 minutes. Si la trajectoire exacte est de 80 degrés, l'angle sera de 5 degrés. Si la trajectoire exacte est de 90 degrés, l'angle sera de 5 degrés et 5 minutes. Si la trajectoire exacte est de 100 degrés, l'angle sera de 5 degrés et 80 minutes. Si la trajectoire exacte est de 110 degrés, l'angle sera de 4 degrés et 59 minutes. Si la trajectoire exacte est de 120 degrés, l'angle sera de 4 degrés et 40 minutes. Si la trajectoire exacte est de 30 degrés, l'angle sera de 4 degrés et 11 minutes.
Si la trajectoire exacte est de 140 degrés, l'angle sera de 3 degrés et 33 minutes. Si la trajectoire exacte est de 150 degrés, l'angle sera de 2 degrés et 48 minutes. Si la trajectoire exacte est de 160 degrés, l'angle sera de 1 degré et 56 minutes. Si la trajectoire exacte de 180 degrés, il n'y a pas d'angle, comme nous l'avons expliqué, plutôt la position moyenne de la Lune et sa position exacte. Et si la trajectoire exacte est supérieure à 180 degrés, soustrais-la à 360 et détermine l'angle qui lui est associé, comme tu l'as fait pour la trajectoire du Soleil. Et de même, s'il y a dans le calcul de la trajectoire des unités avec des dizaines et que l'angle précis de ce nombre n'a pas été défini dans le tableau précédemment cité, on utilise une interpolation linéaire. Calcule l'ajout d'angles proportionnellement à l'unité en faisant la différence des angles des deux dizaines qui encadrent ce nombre. Comme nous l'avons expliqué pour l'angle associé à la trajectoire du Soleil, ainsi tu feras pour l'angle associé à la trajectoire exacte de la Lune. 8. Comment ce principe s'applique-t-il? Si l'on désire connaître la position exacte de la Lune au début de la nuit du Shabbat, 2 Iyar de la présente année, qui est l'année de référence pour ces calculs, l'année 4938. Le nombre de jours depuis la nuit de référence jusqu'au début de cette nuit, dont nous désirons connaître la position exacte de la Lune, est de 29 jours. Détermine la position moyenne du Soleil au début de cette nuit, 35 degrés, 38 minutes et 33 secondes. Leur signe 35 degrés, 38 minutes et 33 secondes. Détermine la position moyenne de la Lune à l'heure de l'apparition, 53 degrés, 36 minutes et 39 secondes. Leur signe, 53 degrés, 36 minutes et 39 secondes. Détermine la position moyenne de la Lune dans la petite orbite, 103 degrés, 21 minutes et 46 secondes. Leur signe est de 103 degrés, 21 minutes et 46 secondes. Soustrait la position moyenne du Soleil à la position moyenne de la Lune, il reste 17 degrés, 58 minutes et 6 secondes. Ceci est la distance entre la Lune et le Soleil. Multiplie-la, cette distance, par 2. Tu obtiens la distance double, 35 degrés, 56 minutes et 12 secondes. Leur signe est donc 35 degrés, 56 minutes et 12 secondes. Ajoute donc 5 degrés à la position moyenne de la Lune dans la petite orbite. Comme nous l'avons expliqué, tu obtiens la trajectoire exacte, 108 degrés et 21 minutes. Et on ne prête pas attention aux minutes pour la trajectoire, comme nous l'avons expliqué pour le Soleil. 9. Calculons l'angle associé à cette trajectoire exacte, qui est de 108 degrés. L'angle est de 5 degrés et 1 minute. Et puisque la trajectoire exacte est inférieure à 180 degrés, ce serait l'angle qui est 5 degrés et 1 minute, à la position moyenne de la Lune. Il reste 48 degrés, 35 minutes et 39 secondes. Considère les secondes qui sont supérieures à 30 comme 1 minute, et ajoute celle-ci aux minutes. La position exacte du Soleil à cet instant est 18 degrés et 36 minutes dans la constellation du Taureau. Leur signe, 18 degrés 36 minutes. De cette manière, tu peux déterminer la position exacte de la Lune à l'heure de l'apparition pour toute date donnée, depuis le début de cette année, qui est l'année de référence jusqu'à l'éternité. Sefer Zemanim, les lois relatives à la sanctification du nouveau mois, chapitre 16. L'orbite sur laquelle tourne la Lune est inclinée par rapport à l'orbite du Soleil. Ainsi, une partie de l'orbite de la Lune est inclinée au nord de l'orbite du Soleil et une partie de l'orbite de la Lune est inclinée au sud de l'orbite du Soleil. Il y a 2 points, l'un en face de l'autre, auxquels les 2 orbites se rencontrent. C'est pourquoi, lorsque la Lune se situe à l'un d'entre eux, elle tourne sur le même plan que le Soleil. Et lorsqu'elle quitte l'un de ces points, elle est située au nord du Soleil ou au sud. Le point à partir duquel l'orbite de la Lune commence à être inclinée au nord de celle du Soleil est appelé la tête. Et le point à partir duquel l'orbite de la Lune commence à être inclinée au sud de celle du Soleil est appelée la queue. La tête a un mouvement uniforme, sans ajout d'accélération ni diminution de décélération. Elle tourne dans le sens inverse des constellations, de la constellation du Bélier à la constellation du Poisson, de la constellation du Poisson à la constellation du Verseau, et elle tourne toujours ainsi en suivant cette orbite. Le mouvement moyen de la tête en un jour est de 3 minutes et 11 secondes. La distance qu'elle parcourt en 10 jours est donc de 31 minutes et 47 secondes. La distance qu'elle parcourt en 100 jours est 5 degrés, 17 minutes et 43 secondes. Leur signe, 5 degrés, 7 minutes et 43 secondes. La distance qu'elle parcourt en 1000 jours est donc de 52 degrés, 57 minutes et 10 secondes. Leur signe, 52 degrés, 57 minutes et 10 secondes. Le reste de la division par 360 de la distance qu'elle parcourt en 10 000 jours est de 169 degrés, 31 minutes et 40 secondes. Leur signe, 169 degrés, 31 minutes et 40 secondes. Ainsi, la distance qu'elle parcourt en 29 jours est de 1 degré, 32 minutes et 9 secondes. Leur signe, 1 degré, 32 minutes et 9 secondes. La distance
qu'elle parcourt en une année régulière est donc de 18 degrés, 44 minutes et 42 secondes. Leur signe 18 degrés, 44 minutes et 42 secondes. La position moyenne de la tête la nuit qui précéda jeudi 13 Nissan 4938, qui est la base de référence que nous avons définie, était de 180 degrés, 57 minutes et 28 secondes. Leur signe 180 degrés, 57 minutes et 28 secondes. 3. Si tu désires connaître la position de la tête pour une date donnée, détermine sa position moyenne à cet instant, de la même manière que tu détermines la position moyenne du Soleil et de la Lune. Soustrais la position moyenne à 360 degrés, ce qui reste est la position de la tête à cet instant. Et la position de la queue est toujours à l'opposé de celle-ci, de la position de la tête. 4. Comment ce principe s'applique-t-il? Si nous désirons connaître la position de la tête au début de la nuit de Shabbat de Iyar de cette année 4938, qui est l'année de référence, le nombre de jours depuis le début de la nuit de référence, la nuit du 13 Nissan, jusqu'au début de cette nuit, dont nous désirons connaître la position de la tête est de 29 jours. 5. Déterminons la position moyenne de la tête à cet instant, de la manière que nous avons définie. Ajoute la distance parcourue par la tête en 29 jours à la base de référence. Tu obtiens la position moyenne de la tête, 182 degrés, 29 minutes et 37 secondes. Leur signe, 182 degrés, 29 minutes et 37 secondes. Soustrayons cette position moyenne de 360 degrés, il reste 177 degrés et 30 minutes et 23 secondes. Leur signe 177 degrés, 30 minutes et 23 secondes. Ceci est la position de la tête. Il n'est pas nécessaire de prêter attention aux secondes. La position de la tête est donc 27 degrés et 30 minutes dans la constellation de la Vierge. Et la position de la queue qui lui est opposée est 27 degrés et 30 minutes dans la constellation du Poisson. 6. Il y a toujours la moitié de la sphère céleste entre la position de la tête et la position de la queue. C'est pourquoi si la tête se situe dans une constellation particulière, la queue se situera dans la 7e constellation à partir d'elle, au même nombre de degrés et de minutes. Si la tête se situe à 10 degrés dans une constellation particulière, la queue se situera à 10 degrés dans la 7e constellation à partir d'elle. 7. Et dès lors que tu connais la position de la tête, la position de la queue et la position exacte de la Lune, considère ces trois données. Si la position de la Lune est la même que celle de la tête ou de la queue en degrés ou en minutes, sache que la Lune n'est pas inclinée par rapport au Soleil au nord et au sud. Si la position de la Lune a dépassé celle de la tête et se dirige vers la queue, sache que la Lune est inclinée au nord du Soleil. Et si la position de la Lune a dépassé celle de la queue et se dirige vers la tête, sache que la Lune est inclinée au sud du Soleil. 8. L'inclinaison de la Lune au nord ou au sud du Soleil est appelée la latitude largeur de la Lune. Si elle est inclinée vers le nord, cela est appelé la latitude nord. Si elle est inclinée vers le sud, cela est appelé la latitude sud. Et si la Lune est située à un de ces deux points, la tête ou la queue, elle n'a pas latitude comme nous l'avons expliqué. 9. La latitude de la Lune n'est jamais supérieure à 5 degrés au nord ou au sud. Plutôt, tel est son mouvement. La Lune part de la tête et s'en éloigne de l'orbite du Soleil, petit à petit. Leur éloignement continue à s'accroître jusqu'à atteindre 5 degrés. Puis, la Lune s'approche petit à petit de l'orbite du Soleil jusqu'à ne plus avoir de latitude lorsqu'elle atteint sa queue. Alors, elle s'éloigne petit à petit de l'orbite du Soleil jusqu'à atteindre 5 degrés. Puis, elle se rapproche jusqu'à ne plus avoir de latitude en rejoignant la tête. 10. Si tu désires connaître la latitude de la Lune à un instant donné, et si celle-ci est au nord ou au sud, détermine la position de la tête et la position exacte de la Lune à cet instant. Soustrais la position de la tête de la position exacte de la Lune. Ce qui reste est appelé la trajectoire de la latitude. C'est la Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je t'entends de loin. Rien dit. Si la trajectoire de la latitude est comprise entre 1 et 180, sache que la latitude de la Lune est au nord. Et si la trajectoire de la latitude est supérieure à 180, sache que la latitude de la Lune est au sud. Si la trajectoire de la latitude est égale à 180 ou 360, la Lune n'aura pas de latitude. Puis détermine l'angle associé à la trajectoire de la latitude, c'est-à-dire son inclinaison vers le nord ou vers le sud. Cela est appelé la latitude nord ou sud de la Lune comme nous l'avons expliqué. 11. Quel est l'angle associé à la trajectoire de la latitude? Si la trajectoire de la latitude est de 10 degrés, son angle sera de 52 minutes. Si la trajectoire de la latitude est de 20 degrés, son angle sera de 1 degré et 43 minutes.
Si la trajectoire de la latitude est de 30 degrés, son angle sera de 2 degrés et 30 minutes. Si la trajectoire de la latitude est de 40 degrés, son angle sera de 3 degrés et 13 minutes. Si la trajectoire de la latitude est de 50 degrés, son angle sera de 3 degrés et 50 minutes. Si la trajectoire de la Lune est de 60 degrés, son angle sera de 4 degrés et 20 minutes. Si la trajectoire de la latitude est de 70 degrés, son angle sera de 4 degrés et 42 minutes. Si sa trajectoire est de 80 degrés, son angle sera de 4 degrés et 55 minutes. Et si la trajectoire de la latitude est de 90 degrés, son angle sera de 5 degrés. 12. Et si la trajectoire de la latitude comprend des unités avec les dizaines et que l'angle précis de ce nombre n'a pas été défini dans le tableau précédemment cité. On utilise une interpolation linéaire. Calcule l'ajout d'angle proportionnellement à l'unité en faisant la différence des angles des deux dizaines qui encadrent ce nombre, comme tu l'as fait pour la trajectoire du Soleil et pour la trajectoire de la Lune. Comment ce principe s'applique-t-il? Soit une trajectoire de latitude de 53 degrés. Tu sais déjà que si la trajectoire de la latitude est de 50 degrés, son angle sera de 3 degrés et 50 minutes. Et si la trajectoire de la latitude était de 60 degrés, son angle serait de 4 degrés et 20 minutes. La différence entre les deux angles est donc 30 minutes, soit 3 minutes par degré. L'angle associé à cette trajectoire de 53 degrés sera donc, suivant ce calcul, de 3 degrés et 59 minutes. Utilise cette méthode pour chaque calcul. 13. Et dès lors que tu connais l'angle associé à la trajectoire de latitude jusqu'à 90, comme nous l'avons expliqué, tu peux déterminer l'angle pour toute valeur possible de trajectoire. Car si la trajectoire est comprise entre 90 et 180, soustrais la trajectoire à 180 et détermine l'angle associé à ceux qui restent. 14. Et de même, si la trajectoire de la latitude est comprise entre 180 et 270 degrés, soustrais-lui 180 et détermine l'angle associé à ceux qui restent. 15. Et si la trajectoire de la latitude est comprise entre 270 et 360, soustrais-la de 360 et détermine l'angle associé à ceux qui restent. 16. Comment ces principes s'appliquent-ils? Soit une trajectoire de latitude de 150 degrés, soustrais-la de 180, il reste 30. Tu sais déjà que l'angle d'une trajectoire de latitude de 30 degrés est de 2 degrés et 30 minutes. Ainsi, l'angle associé à la trajectoire de 150 degrés sera 2 degrés et 30 minutes. 17. Soit une trajectoire de latitude de 200 degrés. Soustrais-y 180, il reste 20 minutes. Tu sais déjà que l'angle associé à une trajectoire de latitude est de 20 degrés et 1 degré et 43 minutes. Et ainsi sera l'angle associé à une trajectoire de 200 degrés, 1 degré et 43 minutes. 18. Soit une trajectoire de 300 degrés. Soustrais-la à 360 degrés, il reste 60. Tu sais déjà que l'angle associé à une trajectoire de 60 degrés est 4 degrés et 20 minutes. Et tel est l'angle associé à une trajectoire de 300 degrés. 4 degrés et 20 degrés et applique cette méthode pour tous les calculs. 19. Si on désire connaître la latitude de la Lune et son inclinaison vers le nord ou vers le sud, au début de la nuit du Shabbat de l'Iyar de cette année 4938, on sait déjà que la position exacte de la Lune cette nuit-là était 18 degrés et 36 minutes dans la constellation du Taureau. Son signe 18 degrés et 36 minutes. Et la position sur la tête à cet instant était de 27 degrés et 30 minutes dans la constellation de la Vierge. Son signe 27 degrés et 30 minutes. Soustrais la position de la tête à la position de la Lune. Tu obtiens la trajectoire de la latitude. 231 degrés et 6 minutes. Son signe 231 degrés et 6 minutes. Parce que l'on ne prête pas attention aux minutes pour la trajectoire. L'angle de la trajectoire suivant de la méthode que nous avons expliquée dans ce chapitre est donc de 3 degrés et 53 minutes. C'est la latitude de la Lune au début de cette nuit. Elle est au sud car la trajectoire est supérieure à 180 degrés. C'est Sefer Zemanim, loi relative à la sanctification du nouveau mois, chapitre 17. Tous les principes que nous avons exposés précédemment ont pour but de connaître l'apparition de la Lune. Si tu désires connaître cela, détermine la position exacte du Soleil, la position exacte de la Lune et la position de la tête à l'heure de l'apparition. Soustrais la position exacte du Soleil de la position exacte de la Lune. Ce qui reste est appelé la première longitude. 2. Et dès lors que tu connais la position de la tête et la position de la Lune, tu peux déterminer la position de la Lune et son orientation vers le nord ou vers le sud. Cela est appelé la première latitude. Et prête attention à la première longitude et à la première latitude, et qu'elle soit prête pour toi pour les calculs suivants. 3. Considère
la première longitude si tu obtiens pour la première longitude 9 degrés ou moins. Tu sais avec certitude qu'il est impossible que la Lune apparaisse cette nuit dans toute la terre d'Israël et aucun autre calcul n'est nécessaire. Et si la première longitude est supérieure à 15 degrés, tu sais avec certitude que la Lune sera visible dans toute la terre d'Israël et aucun autre calcul n'est nécessaire. Et si la première longitude est comprise entre 9 et 15 degrés, il te sera nécessaire d'effectuer d'autres calculs pour savoir si la Lune sera visible ou non. 4. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Quand la position exacte de la Lune est entre le début de la constellation du Capricorne et à la fin de la constellation des Gémeaux. Par contre, si la position de la Lune est entre le début de la constellation du Cancer et la fin de la constellation du Sagittaire et que la première longitude est égale ou inférieure à 10 degrés, sache que la Lune ne sera pas visible cette nuit dans toute la terre d'Israël. Et si la première longitude est supérieure à 24 degrés, la Lune sera visible avec certitude dans toute la terre d'Israël. Et si la première longitude est comprise entre 10 et 24 degrés, tu as besoin d'effectuer d'autres calculs pour déterminer si la Lune sera visible ou non. 5. Quels sont les calculs qui permettent de déterminer l'apparition de la Lune? Considère la constellation dans laquelle se trouve la Lune. Si elle est située dans la constellation du Bélier, soustrait 59 minutes de la première longitude. Si elle est située dans la constellation du Taureau, soustrait 1 degré de la première longitude. Si elle est située dans la constellation des Gémeaux, soustrait 58 minutes à la première longitude. Si elle est située dans la constellation du Cancer, soustrait 43 minutes à la première longitude. Si elle est située dans la constellation du Lion, soustrait 43 minutes à la première longitude. Si elle est située dans la constellation de la Vierge, soustrait 37 minutes à la première longitude. Si elle est située dans la constellation de la Balance, soustrait 34 minutes à la première longitude. Si elle est située dans la constellation du Scorpion, soustrait 34 minutes à la première longitude. Si elle est située dans la constellation du Sagittaire, soustrait 36 minutes à la première longitude. Si elle est située dans la constellation du Capricorne, soustrait 44 minutes à la première longitude. Si elle est située dans la constellation du Verseau, soustrait 53 minutes à la première longitude. Si elle est située dans la constellation du Poisson, soustrait 58 minutes à la première longitude. Et ce qui reste après avoir soustrait ces minutes est appelé la seconde longitude. 6. Pourquoi soustrait-on ces minutes? Parce que la position exacte de la Lune n'est pas la position où elle apparaît. Plutôt, il y a une différence entre longitude et latitude. Cela est appelé la différence de l'apparition. Et la différence d'apparition dans la longitude de la Lune à l'heure de l'apparition doit être soustraite à la longitude comme nous l'avons expliqué. 7. Par contre, pour la différence d'apparition dans la latitude de la Lune. Si la latitude de la Lune est au nord, on soustrait les minutes de la différence d'apparition de la latitude de la Lune à la première latitude. Et si la latitude de la Lune est au sud, on ajoute les minutes de la différence d'apparition à la première latitude. Le résultat, après avoir ajouté ou soustrait ces minutes à la première latitude, est appelé la seconde latitude. 8. Combien de minutes ajoutons ou soustrait-on? Si la Lune est située dans la constellation du Bélier, 9 minutes. Si elle est située dans la constellation du Taureau, 10 minutes. Si elle est située dans la constellation des Gémeaux, 16 minutes. Si elle est située dans la constellation du Cancer, 27 minutes. Si elle est située dans la constellation du Lion, 38 minutes. Si elle est située dans la constellation de la Balance, 46 minutes. Si elle est située dans la constellation du Scorpion, 45 minutes. Si elle est située dans la constellation du Sagittaire, 44 minutes. Si elle est située dans la constellation du Capricorne, 36 minutes. Si elle est située dans la constellation du Verseau, 24 minutes. Et si elle est située dans la constellation du Poisson, 12 minutes. « 9. Dès lors que tu connais ces minutes, soustrais-les à la première latitude ou ajoute-les, comme nous l'avons expliqué. Et si tu obtiens la seconde latitude, tu sais déjà si elle sera au nord ou au sud. Sache que le nombre de degrés et de minutes de la seconde latitude prépare ces nombres pour toi et qu'ils soient prêts devant toi. 10. Puis mets de côté pour un usage ultérieur une partie de cette seconde latitude. Parce que la Lune bouge légèrement dans son orbite. Quelle est cette partie que tu dois mettre de côté? Si la position de la Lune est entre le début et le 20e degré de la constellation du Bélier ou entre le début et le 20e degré de la constellation de la Balance, c'est par 2/5 de la seconde latitude. Sur la Lune est située entre le 20e degré de la constellation du Bélier et le 10e degré de la constellation du Taureau. Ou
entre le 20e degré de la constellation de la Balance et le 10e degré de la constellation du Scorpion. Sépare un tiers de la seconde latitude si la Lune est située entre le 10e et le 20e degré de la constellation du Taureau ou entre le 10e et le 20e degré de la constellation du Scorpion. Sépare un quart de la seconde latitude si la Lune est située entre le 20e degré et la fin de la constellation du Taureau ou entre le 20e degré et la fin de la constellation du Scorpion. Sépare un cinquième de la seconde latitude. Si la Lune est située entre le début et le 10e degré de la constellation des Gémeaux, ou entre le début et le 10e degré de la constellation du Sagittaire, sépare un sixième de la seconde latitude. Si la Lune est située entre le 10e et le 20e degré de la constellation des Gémeaux, ou entre le 10e et le 20e degré de la constellation du Sagittaire, sépare un douzième de la seconde latitude. Si la Lune est située entre le 20e et le 25e degré de la constellation des Gémeaux, ou entre le 20e et le 25e degré de la constellation du Sagittaire, sépare un 24e de la seconde latitude. Si la Lune est située entre le 25e degré de la constellation des Gémeaux et le 5e du degré de la constellation du Cancer, ou entre le 25e degré de la constellation du Sagittaire et le 5e degré de la constellation du Capricorne, n'effectue aucune séparation car la Lune ne bouge pas de son orbite. Si la Lune est située entre le 5e et le 10e degré de la constellation du Cancer ou entre le 5e et le 10e degré de la constellation du Capricorne, sépare un 24e de la seconde latitude. Si la Lune est située entre le 10e et le 20e degré de la constellation du Cancer ou entre le 10e et le 20e degré de la constellation du Capricorne, sépare un douzième de la seconde latitude. Si la Lune est située entre le 20e degré et la fin de la constellation du Cancer ou entre le 20e degré et la fin de la constellation du Capricorne, sépare un sixième de la seconde latitude. Si la Lune est située entre le début et le 10e degré de la constellation du Lion, ou entre le début et le 10e degré de la constellation du Verseau, sépare un cinquième de la seconde latitude. Si la Lune est située entre le 10e et le 20e degré de la constellation du Lion, ou entre le 10e et le 20e degré de la constellation du Verseau, sépare un quart de la seconde latitude. Si la Lune est située entre le 20e degré de la constellation du Lion et le 10e degré de la constellation de la Vierge, ou entre le 20e degré de la constellation du Verseau et le 10e degré de la constellation du Poisson, sépare un tiers de la seconde latitude. Si la Lune est située entre le 10e degré et la fin de la constellation de la Vierge et ou entre le 10e degré et la fin de la constellation du Poisson, sépare 2/5 de la seconde latitude. Cette partie que tu sépares de la seconde latitude est appelée l'arc de la Lune. Puis considère la latitude de la Lune et détermine si elle est au nord ou au sud. Si elle est au nord, soustrait l'arc de la Lune à la seconde longitude. Et si la latitude de la Lune est au sud, ajoute cet arc à la seconde longitude. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Si la position de la Lune est située entre la constellation du Capricorne et à la fin de la constellation des Gémeaux. Par contre, si la Lune est située entre le début de la constellation du Cancer et la fin de la constellation du Sagittaire, c'est le contraire. Si la latitude de la Lune est au nord, ajoute l'orbite de la Lune à la seconde longitude. Si la latitude de la Lune est au sud, soustrait l'arc de la Lune à la seconde longitude. Ce que tu obtiens après avoir ajouté ou soustrait à la seconde longitude est appelé la troisième longitude. Sache que si la Lune ne bouge pas dans son orbite, si l'arc est nul et qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer de séparation de la seconde latitude, la seconde longitude sera également la troisième longitude sans ajout ni diminution. 12. Puis détermine dans quelle constellation se trouve la troisième longitude, qui correspond au nombre de degrés entre la Lune et le Soleil. Si elle est située dans la constellation du Poisson ou la constellation du Bélier, ajoute à la troisième longitude un sixième. Si la troisième longitude est située dans la constellation du Verseau ou dans la constellation du Taureau, ajoute à la troisième longitude un cinquième. Si la troisième longitude est située dans la constellation du Capricorne ou dans la constellation du Gémeaux, ajoute à la troisième longitude un sixième. Si la troisième longitude est située dans la constellation du Sagittaire ou dans la constellation du Cancer, laisse la troisième longitude telle qu'elle. N'y ajoute rien et n'y soustrait rien. Si la troisième longitude est située dans la constellation du Scorpion ou dans la constellation du Lion, soustrait un cinquième de la troisième longitude. Si la troisième longitude est située dans la constellation de la Balance ou dans la constellation de la Vierge, soustrait un tiers de la troisième longitude. Le résultat obtenu après cette addition ou de cette soustraction de la troisième longitude ou en la laissant telle qu'elle est appelé la quatrième longitude. Puis considère la première latitude et prend 2 tiers.
Cela est appelé la correction de la latitude, détermine alors la chose suivante. Si la latitude de la Lune est au nord, ajoute la correction de la latitude à la 4e longitude. Et si la latitude de la Lune est au sud, soustrait la correction à la latitude de la 4e longitude. Le résultat obtenu après avoir soustrait ou additionné la correction de la latitude est appelé l'arc de l'apparition. 13. Comment ce principe s'applique-t-il? Si l'on désire déterminer si la Lune sera visible ou non la nuit du Shabbat de Iyar de cette année 4938, on doit déterminer la position exacte du Soleil, la position exacte de la Lune et la latitude de la Lune pour cette année, comme nous l'avons expliqué. Pour la position exacte du Soleil, on obtient 7 degrés et 9 minutes dans la constellation du Taureau. Son signe, 7 degrés et 9 secondes. Pour la position exacte de la Lune, on obtient 18 degrés et 36 minutes dans la constellation du Taureau. Son signe, 18 degrés et 36 minutes. La latitude de la Lune est de 3 degrés et 53 minutes au sud. Son signe est de 3 degrés et 53 minutes. Ceci est la première latitude. Ce serait la position du Soleil à la position de la Lune. Il reste 11 degrés et 27 minutes. Son signe, 11 degrés et 27 minutes. Ceci est la première longitude. Et puis la Lune sera située dans la constellation du Taureau. La différence d'apparition de la longitude est de 1 degré qui convient de soustraire à la première longitude. On obtient la seconde longitude, 10 degrés 27 minutes. Son signe, 10 degrés 27 minutes. La différence d'apparition de la latitude est 10 minutes et puisque la latitude de la Lune est au sud, il convient d'y ajouter la différence d'apparition qui est 10 minutes. On obtient la seconde latitude, 4 degrés et 3 minutes. Son signe, 4 degrés et 3 minutes. Étant donné que la Lune est située à 10 degrés dans la constellation du Taureau, il convient de mettre de côté un quart de la seconde latitude. Cela est appelé l'arc de la Lune. Il s'ensuit que l'orbite de la Lune est pour cet instant 1 degré et 1 minute, car on ne prête pas attention aux secondes. 14. Étant donné que la latitude de la Lune est au sud, et que la position exacte de la Lune est entre le début de la constellation du Capricorne et le début de la constellation du Cancer, on additionne l'arc de la Lune et la seconde longitude. On obtient la 3e longitude, 11 degrés et 28 minutes. Son signe, 11 degrés et 28 minutes. Et puisque cette longitude est située dans la constellation du Taureau, on ajoute à la 3e longitude un 5e, soit 2 degrés et 18 minutes. On obtient la 4e longitude, 13 degrés et 46 minutes. Son signe, 13 degrés et 46 minutes. Considérons de nouveau la première latitude et prenons ces 2 tiers. On obtient la correction. Hein? On obtient la correction de la latitude qui est 2 degrés et 35 minutes. Étant donné que la latitude est au sud, il convient de soustraire la correction de la latitude à la 4e longitude. Il reste 11 degrés et 11 minutes. Son signe, 11 degrés et 11 minutes. Ceci est l'arc de l'apparition cette nuit-là. De cette manière, tu pourras toujours déterminer l'arc de l'apparition en degrés et en minutes pour chaque nuit donnée où la nouvelle lune doit apparaître. 15. Après avoir déterminé cet arc, considère-le. Sache que si l'arc de l'apparition est inférieure ou égale à 9 degrés, il est impossible que la Lune apparaisse dans toute la terre d'Israël. Si l'arc de l'apparition est supérieur à 14 degrés, il est impossible qu'elle n'apparaisse pas et ne soit pas visible dans tout Israël. 16. Si l'arc de l'apparition est compris entre le début du 10e degré et la fin du 14e degré, compare l'arc de l'apparition à la première longitude et détermine si la Lune sera visible ou non grâce à ses limites. Elles sont appelées les limites critères de l'apparition. 17. Quelles sont les limites critères de l'apparition? Si l'arc de l'apparition est comprise entre 9 et 10 degrés ou supérieur à 10 degrés, et que la première longitude est supérieure ou égale à 13 degrés, la Lune sera visible avec certitude. Et si l'arc de l'apparition est inférieur à cela, ou si la première longitude est inférieure à cela, elle ne sera pas visible. 18. Si l'arc de l'apparition est compris entre 10 et 11 degrés, ou supérieur à 11 degrés, et que la première longitude est supérieure ou égale à 12 degrés, elle sera visible avec certitude. Et si l'arc de l'apparition est inférieur à cela, ou si la première longitude est inférieure à cela, elle ne sera pas visible. 19. Si l'arc de l'apparition est comprise entre 11 et 12 degrés ou supérieur à 12 degrés, et que la première longitude est supérieure ou égale à 11 degrés, elle sera visible avec certitude. Et si l'arc d'apparition est inférieur à cela, ou si la première longitude est inférieure à cela, elle ne sera pas visible. 20. Si l'arc de l'apparition est comprise entre 12 et 13 degrés ou supérieur à 13 degrés, et que la première longitude est supérieure ou égale à 10 degrés, elle sera visible avec certitude. Et si l'arc d'apparition est inférieur à cela, ou que la première longitude est inférieure à cela, elle ne sera pas visible. 21. Si l'arc de l'apparition est comprise entre 13 et 14 degrés ou supérieur à 14 degrés, et que la première longitude est supérieure ou égale à 9 degrés, elle sera visible avec certitude. Et si l'arc de l'apparition est inférieur à cela, ou si la première
longitude est inférieure à cela, elle ne sera pas visible. Ceci est la fin des limites. 22. Quel est le cas? Si l'on considère l'arc de l'apparition de la Lune la nuit du Shabbat de hier de cette année 4938, on obtient par le calcul l'arc de l'apparition, 11 degrés et 11 minutes, comme nous l'avons déjà déterminé. Et puisque l'arc de l'apparition est comprise entre 10 et 14 degrés, comparons-le à la première longitude. Nous savons déjà que la première longitude cette nuit-là est 11 degrés et 27 minutes. Et puisque l'arc de l'apparition est supérieur à 11 degrés et que la première longitude est supérieure à 11 degrés, on peut être certain qu'elle, la Lune, sera visible cette nuit-là, selon les limites établies. Et de même, tu peux comparer chaque arc d'apparition à sa première longitude. 23. Tu vois de tout ceci le nombre de calculs que cela comporte, le nombre d'additions et de soustractions, qui nécessitent un grand effort pour finalement pouvoir trouver des méthodes approximatives dont les calculs ne sont pas très complexes, car la Lune a d'importantes nuosités dans son orbite. C'est la raison pour laquelle les sages ont dit que le Soleil connaît l'heure de son coucher. La Lune ne connaît pas l'heure de son coucher. Et de même, les sages ont dit parfois elle est prolongée, parfois elle est raccourcie. Tu peux t'en apercevoir par ces calculs. On doit parfois ajouter et parfois soustraire pour trouver l'arc de l'apparition. Et parfois cet arc de l'apparition est grand et parfois il est petit, comme nous l'avons expliqué. 24. La raison de tous ces comptes, la raison pour laquelle on ajoute ce nombre-ci et on effectue cette soustraction-là, et comment tous ces sujets sont connus, et la preuve pour chaque chose, et la sagesse de l'astronomie et de la géométrie, à propos desquels les Grecs ont écrit de nombreux livres qui se trouvent maintenant dans les mains des sages d'Israël. Par contre, les livres écrits par les sages d'Israël à l'époque des prophètes de la tribu d'Issachar ne nous sont pas parvenus. Et puisque tous ces concepts sont clairement prouvés, ne laisse pas de possibilité d'interrogation, et qu'il n'est pas possible de les remettre en question, on ne prête pas attention à l'auteur qu'il s'agisse d'un prophète ou de sage des nations, car tout principe dont la raison a été prouvée et dont l'authenticité est connue par des preuves conséquentes, on s'appuie sur la personne qui l'a dit ou qui l'a enseigné en se fondant sur la raison qui est connue. Amen.